Donc là, on est avec le cohorte qui est spécialisé pour le Bénin. Donc cette session, c'est information et données et sera présentée par Dr. Guy Mathieu, Dr. Yaime Hessa et M. Djibril Diallo. Donc chaque présentateur aura 30 minutes pour expliquer sa partie et à la fin, on va avoir les questions-réponses. Bonne session à vous. Bonsoir à tous, je m'appelle Guy Mathieu, je suis enseignant-chercheur en informatique à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. C'est une université entièrement en ligne. Dans le cadre de ce webinaire, je vais vous entretenir sur la partie de création des fichiers et d'organisation des fichiers. Alors, quand vous êtes devant un ordinateur, Sénabou, j'espère que vous m'écoutez très bien. Confirmez-moi que vous m'entendez très bien. Oui, Guy, on vous reçoit très bien. Merci, Sénabou. OK. Je disais tantôt, quand vous êtes devant un ordinateur, quand vous devez travailler dans un système informatique, la première des choses, c'est de pouvoir penser à l'organisation de ces documents, de penser à l'organisation de ces fichiers. Et pour cela, il faut donc créer des dossiers, des sous-dossiers dans lesquels vous devez travailler. C'est la première des choses à laquelle il faut penser. Il ne faut pas penser tout de suite à travailler et ne pas savoir où il faut enregistrer. Je le dis pourquoi? Parce que beaucoup de personnes travaillent dans le système informatique et enregistrent des fichiers ça et là. Ils ne savent pas exactement où ces fichiers sont enregistrés. Du coup, il y a une perte de temps quand il faut retrouver ces fichiers-là et continuer le travail ou bien les imprimer ou faire autre chose. Alors, pour le faire, dans le système Windows, il existe un logiciel intégré qui s'appelle l'explorateur Windows. L'explorateur Windows, il se trouve ici à la barre de tâches. Donc, soit je l'ai ici à la barre de tâches et je clique sur cette icône jaune, soit je n'ai pas la barre de tâches, je clique sur le bouton démarrer et j'ai saisi explorateur. Donc, vous avez l'explorateur là, je clique sur explorateur de fichiers et l'explorateur de fichiers s'ouvre. Donc voilà l'explorateur des fichiers. Et quand vous devez travailler, la première des choses, je vous ai dit, c'est de pouvoir créer votre dossier de travail. Donc, la première des choses pour moi, c'est de venir dans l'un de mes disques et créer mon dossier de travail. Alors, je vais choisir, par exemple, le disque D sur lequel je vais créer mon dossier de travail. Par exemple, j'ouvre le disque D. Comment j'ouvre le disque D? En faisant un double clic sur le disque D. Donc, si j'ouvre un double clic sur le disque D est ouvert. Comment je sais que le disque D est ouvert? Parce qu'à la barre d'adresse, je vois que D ici, ça veut dire que le disque D est ouvert. Donc là, le disque D est ouvert. Alors, pour créer un dossier, j'ai fait clic droit dossier qui est créé à l'intérieur de notre dossier. Donc, si je dois créer un sous-dossier, par exemple, j'ouvre Force N, je peux créer le sous-dossier Bénin. Comment je sais que le sous-dossier Force N est ouvert, que le dossier Force N est ouvert? Je regarde toujours la barre d'adresse. Je regarde la barre d'adresse. Je vois bien que Force N figure la barre d'adresse. Donc, Force N est bel et bien ouvert. Donc, je peux créer donc ici le sous-dossier Bénin. Je peux créer le sous-dossier, par exemple, Sénégal également. Et dans le sous-dossier Bénin, je peux créer encore un autre sous-dossier. Donc, la notion de sous-sous-dessous n'existe pas. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, un sous-dossier, c'est un dossier créé dans un autre dossier ou dans un autre sous-dossier. Donc, même si vous avez un sous-dossier de troisième ordre, quatrième ordre, ça s'appellera toujours sous-dossier. Donc, je peux créer ici un autre sous-dossier que j'appelle session du 2 juillet. Session du 2 juillet 2026. Donc là, j'ai créé donc, le dossier sous-dossier session du 2 juillet 2026 dans le dossier Bénin. Et le dossier Bénin est créé aussi dans le dossier Force N. Donc, je peux aussi avoir la vue en arborescence, en déroulant l'arborescence à ce niveau-ci, dans la partie gauche de mon explorateur. Donc, ainsi, donc, je peux dérouler et voir l'arborescence. Alors, tout à l'heure, avec mes collègues Djibril et Yaye, vous allez voir comment produire des documents
avec Djibril, vous allez voir comment aller rechercher les documents sur Internet et pouvoir les télécharger. Et quand vous allez les télécharger, il faudra mettre dans le bon dossier. Avec la collègue Yann Beke, vous allez voir comment produire vous-même votre propre document en utilisant Word, en utilisant Excel, en utilisant PowerPoint. Et quand vous allez produire ce document-là, il faudra venir mettre dans le dossier. Donc, je vais vous montrer, par exemple, comment je peux créer un fichier, mais je ne m'intéresse pas au contenu. Je vais vous montrer juste comment, si vous créez un fichier, par exemple, dans la session 2026, session du 2 juillet 2026, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je viens ouvrir le dossier en question et clique sur le bouton droit, je clique sur Nouveau. Alors, quel type de fichier je veux créer? Si c'est un document Word, par exemple, je veux créer mon CV, je viens directement cliquer sur Document Word, je mets par exemple CV. Et fin. Donc, je ne m'intéresse pas au contenu parce que ça, c'est le travail de ma collègue. Et donc, voilà, ainsi, j'ai créé un fichier cv.doc, là, le fichier vide. Alors, supposons que le fichier soit enregistré au mauvais emplacement. Si le fichier est enregistré au mauvais emplacement et que je dois le déplacer, alors peut-être on me demande de le déplacer dans Force N. Qu'est-ce que j'ai fait? Je viens cliquer sur le fichier avec le bouton droit. Je vais voir copier, couper. Alors, je suis sur Windows 2011. Si c'est sur Windows 2010, vous allez voir directement copier, coller ici. Donc, comme je suis 2011, ils nous ont mis comme en icône. Donc, voilà, couper. Donc, ce que j'ai fait, je dois faire couper. Et je viens dans Force N, coller dans Force N. Pour Force N, je fais bouton droit, je fais coller. Donc, vous allez coller là, je fais coller. Vous voyez bien que CV se trouve maintenant dans Force N et ça ne se trouve plus dans Benin. Donc, voilà comment il faut organiser ces fichiers. Donc, quand vous allez enregistrer vos fichiers, enregistrer directement dans le dossier que vous avez préalablement conçu à cet effet. Alors, maintenant, je vais passer à autre chose qui me semble pertinent pour vous, parce que la plupart de vos camarades au Sénégal l'ont demandé. Alors, regardez par exemple à quoi ressemble mon disque, mon ordinateur. Vous avez l'impression que j'ai 4 disques, alors que mon ordinateur n'a qu'un seul disque dur. Comment je fais pour avoir cette espèce de 4 disques? Alors là, ici, il s'agit du partitionnement du disque. Alors, ce que j'ai fait, j'ai un seul disque dur que j'ai partitionné. Alors, si vous êtes dans la même situation que moi, je vous recommande donc également de partitionner le disque. Alors, quelle est l'idée? C'est d'avoir une partition de disque pour tout ce qui est système, où vous installez le système d'exploitation, vous installez tous vos logiciels, et avoir une autre partition qui est prévue pour toutes vos données. Alors, donc, toutes mes données donc, seront stockées dans cette partition-ci. Quel est l'avantage de faire ainsi? C'est qu'en cas de souci, en cas de panne de mon ordinateur, alors quand je verrai le maintenancier informaticien, je vais lui demander de tout faire et de me sauvegarder la partition D parce que c'est que dans la partition D se trouvent toutes mes données. Donc, même si le système est instable et qu'il faille qu'il redémarre le système, il ne faut pas qu'il touche mes données, il faut qu'il récupère mes données. Donc, ainsi, le maintenancier peut formater la partition C et réinstaller le système d'exploitation sans que mes données ne soient affectées. Donc, là, il y aura une séparation entre tout ce qui est logiciel et tout ce qui est données. Comment ça se fait? On clique sur le bouton démarrer. Donc, ça se fait avec l'outil de partitionnement, de gestion des disques. Donc, étape partition. Donc, vous allez voir directement ici, créer et formater une partition de disques. Donc, je passe par cet outil-là. Donc, il va vous ouvrir l'outil. Donc, je l'avais ouvert déjà, c'est ça ici. Donc, il vous présente donc cette interface-ci. Vous voyez bien que chez moi, je n'ai qu'un seul disque dur. J'ai un seul disque dur qui semble être coupé en 4 parties. En réalité, mon disque dur, je l'ai coupé en 2 partitions. La partition C, que voici. La partition D, que voici aussi. Ouais. Donc, ce sont que 2 partitions. Les autres partitions sont les partitions créées par le système pour la gestion, pour son fonctionnement interne. Donc, voici réellement mes partitions. C'est la partition C et la partition D. Alors, comment je fais pour pouvoir donc partitionner mon disque dur? Alors, je peux donc décider, par exemple, de créer une 3e partition. Peut-être, je ne veux pas mélanger mes données avec tout ce qui est peut-être multimédia, peut-être toutes les vidéos que je télécharge. Et peut-être je vais créer une partition multimédia pour toutes les vidéos que je téléchargerai. Alors, comment je fais?
Alors, il faudra décider où est-ce que je veux créer la partition. Est-ce que c'est sur C? Est-ce que c'est sur D? Donc, moi, je décide donc de la créer sur la partition D. Donc, je viens sur la partition D, clic droit. Alors, si je fais clic droit, en quoi consiste la partition réellement? Ça consiste juste à réduire la taille de la partition existante afin de... dès que j'ai réduit la taille de la partition existante, ce que j'ai réduit, je pourrais donc la créer comme une nouvelle partition. Donc, je vais cliquer sur le bouton droit sur la partition D, je fais réduire le volume. Donc, il me dit, je peux réduire jusqu'à 32 gigas. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de réduire des 10 gigas. Donc, 10 gigas, c'est 1024 mégas. Donc, moi, je vais réduire juste ça. Donc, je fais réduire. Donc, vous voyez, ma partition D avant réduction était de 31,9 gigas. Donc, vous voyez qu'il a réduit la partition D, maintenant est de 29 gigas. Si je reviens dans l'explorateur, j'actualise. J'actualise. Vous voyez que la partition D est un temps de 21 gigas. Donc, j'ai réduit les 10 gigas. Donc, si j'ai réduit les 10 gigas, voici la partition de 10 gigas que je viens de créer. Mais vous voyez bien, la partition de 10 gigas n'apparaît pas. La partition de 10 gigas n'est pas visible. Pour qu'elle soit visible, ça veut dire qu'il faut que je formate la partition. Donc, c'est un peu comme si vous avez acheté un disque dur, le disque n'est pas formaté, vous l'avez monté. Donc, si vous l'avez monté sur votre ordinateur, le système le voit, mais comme un périphérique, mais comme le périphérique n'est pas formaté, donc il n'est pas prêt à l'usage. Donc, je dois rendre cette partition prête à l'usage. Donc, je clique bouton droit, je fais nouveau volume. Je fais suivant, donc je peux créer ce volume-là. Donc, je prends tous les 10 gigas. Alors, je donne la lettre. Alors, cette partition-là aura quelle lettre? Je choisis la lettre E. Suivant. Quel nom est-ce que je donne à ça? Peut-être même multimédia. Multimédia. Je fais suivant. Terminé. Donc, il est en train de formater. Dès qu'il aura terminé, il me dira qu'il aura terminé. Et vous allez voir la partition E apparaître là avec son espace. Donc, il est en train de formater toujours cette partition. Alors, là, c'est terminé. Vous voyez bien que j'ai maintenant 3 partitions. La partition C avec 61,5 gigas. La partition D avec 21,9 gigas. La partition E avec 9,96. Ouais, initialement, c'était 10 gigas. En formatant, il y a des partitions, des espaces perdus. En fait, ce ne sont pas des espaces perdus, ce sont des espaces qui réservent pour sa gestion interne. Donc, voilà comment vous pouvez donc partitionner votre disque. Et c'est ce que je vous recommande. Ayez au moins 2 partitions. Une partition système, une partition données. Donc, dans la partition données, vous stockez que vos données. Et quand je parle des données, je parle des données que vous avez vous-même produites. Je ne parle pas des films, des vidéos que vous avez téléchargées sur Internet. Parce que même si vous les perdez, ce n'est pas grave, vous pouvez repartir à ces adresses-là, les retélécharger. Ce qui est important, ce sont vos données que vous avez téléchargées également. Et qu'est-ce qui se passe si je veux annuler cette partition-ci? Supposons que la partition D, je ne la voulais pas. Je fais bouton droit également, je fais supprimer le volume. Donc, si je supprime le volume, ça va disparaître. Vous voyez bien que dans mon explorateur, ça disparaît. Donc, si ça disparaît dans l'explorateur, vous voyez bien ici, ça devient comme une partition non allouée. C'est comme si j'avais inséré un disque dur non formaté. Alors, ce que je veux, c'est récupérer ces 10 gigas-là et remettre sur D. Donc, si je veux remettre ça sur D, ensuite, il faudra juste faire une extension de la partition D. Donc, je veux dire que la partition D s'étende jusqu'à ces 10 gigas qui se trouvent à la partie droite. Donc, je fais clic droit, je fais étendre, suivant. Donc, il va détecter qu'il y a 10 gigas qui se trouvent devant. C'est bon, il les a choisis. Voilà les 10 gigas. Suivant. Terminé. D'accord. Il a rajouté ces 10 gigas-là. Vous voyez bien qu'ici, j'ai 39 gigas. Je retourne dans l'explorateur, j'actualise. Donc, j'ai les 31 gigas. Donc, vous avez vu donc comment vous pouvez passionner le disque dur pour pouvoir travailler séparément des données de tous les logiciels. Passons à présent à la sauvegarde des données. Alors, comment est-ce que comment est-ce que vous réussissez à sauvegarder vos données, même quand vous avez perdu votre ordinateur?
En général, ce que vous faites généralement, c'est utiliser un disque dur externe ou bien utiliser une clé USB pour sauvegarder vos données. Or, malheureusement, on a tous la mauvaise manie de stocker dans le même sac le disque dur externe et la clé USB et votre ordinateur. Donc, au cas où vous perdez votre sac d'ordinateur, vous avez perdu avec vos sauvegardes. Alors, certains plus malins ont des disques de sauvegarde qu'ils laissent à la maison. Et sachant que si ils perdent leur ordinateur, ils ont quand même le disque, ils ont quand même la sauvegarde à la maison, ou bien la clé de sauvegarde chez eux ou bien au bureau. Mais ça présente un problème, lequel, imaginez-vous que vous avez sauvegardé les données et qu'on a volé votre ordinateur. Et quand on a volé l'ordinateur, avant qu'on ne vole l'ordinateur, vous avez fait la mise à jour des données. Vous n'avez pas eu le temps de sauvegarder la nouvelle version. Que se passera-t-il? Alors, jamais, ce que les gens font, c'est peut-être s'envoyer chaque fois la nouvelle sauvegarde par email. Mais si vous envoyez par email, donc ça va faire beaucoup d'emails envoyés et parfois se retrouver dans vos emails pour pouvoir télécharger la bonne version, c'est parfois fastidieux. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'utiliser un cloud. Ça peut être le cloud de Google, ça peut être le cloud de Dropbox, ça peut être le cloud de Microsoft. Bon, je vais vous faire la démonstration avec le cloud de Google. Pourquoi? Parce que j'estime qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent les adresses Gmail. Donc, alors, quelle est l'idée? C'est d'installer le Google Drive. Donc, remarquez qu'ici chez moi, vous avez vu par exemple deux autres symboles qui ressemblent aux partitions. Mais ce ne sont pas des partitions. En fait, ce sont mes drives que je synchronise. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ajoute juste le drive. Donc, pour le faire, vous allez télécharger Google Drive sur Internet. Vous pouvez télécharger Google Drive. Donc, vous allez directement là, au fait de Google Drive. Vous le téléchargez. Donc, je ne vais pas télécharger. Donc, vous téléchargez Google Drive, et vous l'installez. Donc, une fois que vous l'avez installé, ensuite, on vient l'exécuter. Donc, je fais Google Drive. Je l'avais déjà téléchargé, donc je télécharge pour nous. J'ai téléchargé, installé. Donc, ça, c'est le fichier téléchargé. Ça, c'est le fichier installé déjà. Donc, je clique sur Google Drive. Donc, voilà à quoi ressemble l'interface de Google Drive. Donc, voilà l'interface de Google Drive. Alors, avec ça, l'avantage, c'est que tous mes fichiers sont stockés directement dans mon Google Drive. Quel est l'avantage? C'est que, moyennant une connexion Internet, tous les fichiers que je stocke dans mon Google Drive sont automatiquement synchronisés sur mon Drive sur Internet. Donc, ce qui fait que même si j'oublie mon ordinateur à la maison, je me retrouve chez vous et qu'il faut que je travaille, je vous demande juste un ordinateur et à partir de mon Google Drive, j'ai tous mes documents sur le nouvel ordinateur. Donc, ça sera la même chose si on m'a volé mon ordinateur. Dès que j'achète un nouvel ordinateur et que je réinstalle mon Google Drive, je retrouve toutes mes données avec les dernières mises à jour. Donc, une fois que vous êtes de Google Drive comme ceci, vous pouvez ajouter vos comptes, tout simplement. Donc là, par exemple, j'ai ajouté mon compte personnel et mon compte professionnel. Donc, si vous ajoutez d'autres comptes, vous faites juste ajouter compte et vous allez synchroniser les autres comptes qui existent. Par exemple, je n'ai que deux comptes, mon compte personnel et mon compte professionnel. Donc, s'il y avait un troisième compte, vous cliquez juste sur le compte, et il chargera, ce sera pour vous, avec choix des dossiers à synchroniser. Donc, une fois que ça sera fait, à quoi ressemblera donc cela? Donc, j'ouvre par exemple mon drive personnel. Ça, c'est mon drive personnel. Je fais drive, mon drive. Donc, toutes les données que je mets ici, automatiquement, sont synchronisées sur Internet, automatiquement. Donc, ce qui fait que moi, généralement, je ne mets même plus les données sur le disque. Regardez par exemple ma partition D. Ma partition D, je n'ai que mon dossier Google Drive, mon dossier Dropbox. Dropbox aussi, c'est un cloud. Donc, j'utilise Dropbox pour certaines tâches et Google pour d'autres tâches. Donc, vous voyez bien que sur mon disque, vous ne voyez même plus les données parce que toutes mes données sont directement dans mes clouds. Donc, voilà, pour ne pas abuser du temps de mes collègues, voilà ce sur quoi je voulais vous entretenir aujourd'hui. Merci.
Oui, merci. Merci beaucoup, Guy. Donc, Guy, je pense qu'on va prendre une question avant de passer à... Oui, merci. Oui. Comme je serai indisponible, je suis prêt à prendre les questions. Oui. Oui, donc il y a Paul qui demande un peu d'explication sur la partition en drive. Je pense que Non, c'était... non, il n'y a pas de partition en Drive. Une fois que vous avez installé le Drive, il vous crée cette partition-ci. C'est lui qui crée directement la partition. C'est pas à vous de créer la partition. Regardez un peu, je vais supprimer mon Drive personnel. Vous allez voir comment il va disparaître tout seul. Donc, je viens par exemple là, OK, ça c'est mon Drive personnel. Euh, je vais faire déconnecter. Je fais déconnecter mon Drive personnel. OK, j'ai fait dissocier. OK, OK. Vous avez vu, il a disparu. Ouais, mon Drive personnel a disparu. Donc, si je dois l'ajouter, j'ajoute juste, donc je fais juste, je clique là-dessus, ajouter un compte, et je choisis mon drive personnel, continuer. OK, il a terminé. Je retourne sur l'explorateur de disque. OK, il est en train de charger. Il est en train de charger mes données. Accéder au compte. Donc, je retourne sur l'explorateur, voir s'il a chargé. J'actualise. Pas encore. Donc, il est en train de synchroniser les données en ligne. Donc, ouais, ça a apparu. Ouais, ouais, c'est lui qui crée ce disque-là. En fait, ce sont des disques virtuels, ce ne sont pas des disques réels. Par D, c'est un disque virtuel parce que c'est une partition. Donc, en termes informatiques appropriés, c'est une partition de disque. Ok, c'est Nabou. Y a-t-il encore des questions? Ok, je vois. Il y a beaucoup de questions qui sont en train de... Bon, bref. Mais est-ce que pour utiliser le cloud Google Drive, il faut payer? Non, le Google Drive, il y a une version gratuite où on ouvre jusqu'à 25 gigas de disque. Mais attention, le 25 gigas, c'est pour tous les produits Google, que ce soit Google Photos, Google Gmail, Google Drive. Donc, vous avez les 25 gigas. C'est ce que moi j'utilise. Bon, c'est vrai que moi, j'ai acheté également de l'espace. Donc, sur ce Google personnel. Mais si vous avez un Google Éducation, par exemple, avec cette adresse-ci, c'est un Google Éducation. Avec un Google Éducation, vous avez l'espace, bon, entre guillemets, illimité. Parce qu'il n'y a rien d'illimité, mais on vous donne suffisamment d'espace. Donc, donc, soit vous êtes dans une entreprise, et généralement, quand c'est Google Éducation, si vous êtes dans un établissement scolaire, vous pouvez l'obtenir rapidement auprès de Google. Sinon, avec votre Google privé, vous avez les 25 gigas et ça marche aussi très bien. D'accord. Une dernière question avant de terminer. Si on réinstalle attendez, nouvel système d'exploitation, la deuxième partition sera toujours là, peut-être. OK. Si on doit installer un nouveau système d'exploitation, vous ne verrez plus les partitions parce que où est-ce que vous allez, première des choses, où est-ce que vous installez cette partition-là? Généralement, quand vous voulez installer deux systèmes d'exploitation, parce que le système d'exploitation, c'est le logiciel maître. On ne peut pas avoir deux systèmes d'exploitation qui démarrent au même moment. Donc, vous devez créer une partition sur laquelle vous devez installer ce système d'exploitation-là. Donc, peut-être je vais créer une troisième partition et ce système d'exploitation-là, je vais l'installer. Mais sauf que quand je veux le faire, il faudrait que ce nouveau système d'exploitation-là, j'indexe encore les disques qui existaient auparavant. Donc, je pourrais le voir à condition que je refasse le même travail sur ce nouveau système d'exploitation-là pour qu'ils voient les disques, les partitions existantes. Voilà, donc merci Guy. Je pense qu'on a épuisé le temps qu'on avait pour cette partie. Je rappelle que la session est enregistrée et vous aurez l'enregistrement sur la plateforme comme les autres webinaires.
Sur la plateforme de cours, à côté des modules, vous avez une partie enregistrement de webinaires où vous pouvez suivre les webinaires qui sont déjà déroulés. Donc, c'est bon, je pense qu'on va donner la parole à Yael pour la deuxième partie de cette présentation. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que la journée se déroule bien. Donc, à la suite du docteur Guy Batchouf qui vous a montré un peu comment organiser vos fichiers, comment nommer vos dossiers, etc., utiliser le Drive. Maintenant, sur cette partie-là, on va voir comment créer des fichiers grâce à un logiciel de traitement de texte. Donc, cette partie va porter sur le traitement de données. Donc, voilà, avec les tableurs, donc que ce soit Excel, Google Sheets ou bien LibreOffice Calc. Donc, je me présente, je suis Yael Khessar, docteur en informatique, chef de la division ingénierie pédagogique et multimédia à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, donc enseignante en informatique. Donc, voici mon adresse email. Donc, voilà, si vous voulez échanger avec moi. Donc, l'objectif de cette partie, donc, ce sera un peu de définir ce qu'est une donnée et son traitement. Donc, découvrir l'environnement Excel ou Google Sheets, en tout cas un logiciel de tableur, voir ce que ça fait, dans quel cas est-ce qu'on l'utilise. Identifier des cas concrets d'utilisation d'outils de traitement de texte et enfin explorer les différentes fonctionnalités qu'offre ce type de logiciel. Donc d'abord, qu'est-ce qu'une donnée en informatique? Donc en informatique, quand on parle de données, c'est simplement une information qui est stockée et traitée par un ordinateur. Donc, par exemple, ça peut être du texte, ça peut être de l'image, de l'audio, de la vidéo, etc. Les données, elles, sont enregistrées dans des fichiers et organisées dans des dossiers, comme ce que vous venez de voir avec Guy. Donc, le traitement de données consiste à transformer des données en informations utiles pour la prise de décision. Donc, je vous donne un exemple très simple. Donc, la donnée, ça peut être par exemple une température. Donc, si aujourd'hui, je vous dis qu'il fait 40 degrés, donc ça, c'est juste une donnée que je vous donne. Mais l'information qu'il y a derrière, c'est qu'il fait chaud. Donc, lorsque plus de 40 degrés, donc on peut un ensemble de données. Si vous prélevez, par exemple, les température sur une longue période, un an, chaque jour, vous mesurez la température. À la fin de l'année, vous allez pouvoir regarder les tendances. Il fait par exemple un peu plus chaud pendant l'hivernage, vers le mois de juillet, août, vers le mois de décembre, janvier, il fait un peu plus frais parce que les températures sont... Donc, d'un côté, vous avez exploité les données que vous avez collectées pour en tirer des informations derrière. Donc, les logiciels de traitement de données tels que Excel vont vous permettre de saisir, d'organiser et d'analyser efficacement les données que vous avez recueillies. Là, nous avons quelques exemples d'applications. Le suivi budgétaire, par exemple. Donc, si vous êtes, par exemple, propriétaire d'une entreprise, vous avez votre petit business. Donc, vous pouvez noter toutes les entrées que vous avez, les entrées, les dépenses, et puis faire des budgets et faire des budgets annuels, mensuels, etc. pour suivre votre budget. Vous pouvez analyser vos ventes, faire de la gestion de projet et gérer des indicateurs de performance. Donc là, on a quelques exemples. Donc là, la dernière fois, on a vu un peu les différentes suites bureautiques et quelles fonctionnalités elles offrent aujourd'hui. Donc notamment avec les logiciels de création de texte, donc tout ce qui était Word, etc. Donc aujourd'hui, ce sont ces mêmes logiciels de bureautique qu'on va voir, mais plutôt aujourd'hui sur la partie traitement, feuille de calcul. Donc, feuille de calcul, traitement de texte. Donc, nous avons le logiciel très célèbre, donc, qui s'appelle Excel, donc, qui est très utilisé donc, dans tout ce qui est traitement de texte. Également, le Google Sheet, qui lui fait partie de la suite Microsoft Workspace. Et également, LibreOffice Calc, qui fait, elle, partie de la suite LibreOffice.
Donc, en termes de comparaison, hein, donc Excel et LibreOffice sont disponibles sur PC. Donc, la différence, c'est que Excel est payant, donc avec toute la suite, alors que LibreOffice, elle, est gratuit. Google Sheets, elle est disponible sur le cloud. Donc, comme on l'avait vu, donc il n'y a pas besoin d'installation. Vous pouvez directement l'utiliser à partir de votre compte Google. En termes de collaboration également, Excel offre une collaboration via OneDrive. Donc voilà, c'est un peu le cloud de Microsoft. Par contre, Google Sheets, elle offre également une collaboration en temps réel où plusieurs personnes peuvent travailler sur un même tableur. Et également, LibreOffice, elle, qui offre une collaboration qui est assez limitée, vu que c'est une version PC, donc c'est une version disponible qu'en local sur votre ordinateur. En termes de fonctionnalité, donc Excel est beaucoup plus riche, donc avec la présence de macros, donc la programmation avec VBA, donc Visual Basic, donc qui est disponible directement dans l'outil. Donc, Google Sheets va offrir un peu moins de fonctionnalités. Donc, par exemple, les macros et tout ça, vous n'allez pas peut-être les retrouver sur Google Sheets. Et par contre, LibreOffice est quand même un peu moyen en termes de fonctionnalités. Donc, on va dire que Excel, en termes de fonctionnalités, est plus riche que les deux autres, mais Google Sheets offre une collaboration qui est beaucoup plus fluide. Donc, quelques cas pratiques d'utilisation. Voilà, donc les tableurs, vous pouvez l'utiliser par exemple dans le domaine de l'éducation, donc pour le suivi des notes des étudiants. Donc, si vous avez une classe, vous pouvez saisir toutes les notes des étudiants. Ce sera même le cas du TP qu'on va faire juste après. Donc, saisir toutes les notes des étudiants dans toutes les matières et ensuite pouvoir derrière faire des calculs, regarder les moyennes des notes, calculer les moyennes des étudiants, faire un graphique pour voir un peu les tendances, quelles sont voilà, les matières qui ont plus réussi à vos étudiants que d'autres. On peut également faire de la gestion de projets, donc comme les plannings, le suivi des tâches. Côté finance, il peut être utilisé dans les budgets, les dépenses, les prévisions. Et en statistique, il est très utilisé pour l'analyse des résultats d'enquête, par exemple. Voilà, donc ça, c'est juste quelques exemples de cas d'utilisation. Mais voilà, chacun peut imaginer l'utilisation qu'il peut faire d'un tel outil qui est extrêmement puissant. Donc, en termes de fonctionnalités, donc les fonctionnalités de base des tableurs, que ce soit Excel, Sheets ou LibreOffice ou peu importe quel autre outil de tableur. Donc, on a des fonctionnalités de base, par exemple pour la saisie, les formules simples, les tris, les filtres. Voilà, donc ça, c'est vraiment des fonctionnalités de base qui existent dans tous les outils. On a des outils un peu plus avancés, tels que l'utilisation des graphiques, les mises en forme conditionnelles. Donc, quand on parle de mise en forme conditionnelle, donc c'est par exemple avoir une couleur particulière. Excusez-moi. Donc, les mises en forme conditionnelles, vous pouvez par exemple avoir un certain nombre de données. Et pour les données qui ont une certaine caractéristique, donc par exemple, si vous avez une classe, donc vous regardez ceux qui sont en moins de 10, donc vous les mettez sur une certaine couleur, vous les mettez en rouge par exemple, parce qu'ils ont une note inférieure à la moyenne, et ceux qui ont plus de 10, vous les mettez en vert. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mise en forme conditionnelle. Et dès que la note va changer, la couleur va être mise à jour automatiquement. Vous avez également les fonctions de recherche. Donc voilà, vous pouvez avoir un grand tableau et vous pouvez vouloir rechercher des valeurs particulières. Donc, il y a des formules également qui vont vous permettre ça. En termes de fonctionnalités avancées, nous avons ce qu'on appelle les tableaux croisés dynamiques. Donc là, on les utilise vraiment sur de grands tableaux de données. Et ces tableaux de données vont vous permettre d'extraire, de filtrer ou bien de calculer des données en particulier. D'accord? Vous avez également les macros. Donc, les macros, en fait, si vous avez un ensemble, un enchaînement de fonctions que vous voulez faire, vous allez créer une macro. Vous allez mettre toutes les fonctions que vous voulez ajouter. Et ces macros-là, dès que vous l'exécutez, il va exécuter la série de fonctions que vous aviez programmées dans votre macro. Et vous avez également la validation des données qui va vous permettre de
par exemple, regarder si une donnée correspond à des critères que vous aviez établis, il va les valider, ou bien, au le cas contraire, il ne va pas les valider. Donc, en termes de bonnes pratiques, donc lorsqu'on utilise des logiciels, de tableurs, donc toujours structurer et nommer clairement vos données, surtout les en-têtes. Donc, lorsque vous avez des en-têtes, mettez des noms qui sont clairement identifiés pour que demain, si une autre personne travaille sur votre même document, juste en lisant les noms, qu'ils comprennent ce que vous étiez en train de faire. Donc, sauvegarder également régulièrement. Donc, ça, c'est valable pour sur n'importe quel fichier que vous travaillez. Donc, pensez à faire des sauvegardes régulières. Comme ça, en cas de perte, vous allez pouvoir retrouver vos données. Comme le disait Guy tout à l'heure, ne pas mettre voilà, dans un même sac l'ordinateur, la clé USB, le disque dur de sauvegarde. Essayez d'avoir des sauvegardes qui sont un peu sécurisées, peut-être une sur le cloud, un disque dur à la maison, de sorte que lorsque vous perdez vos données, vous pouvez rapidement les retrouver. Donc, utilisez également des formules plutôt que des calculs. Voilà, donc ce qui se passe, c'est que lorsque vous utilisez les calculs manuels, donc si la donnée change, il faudra repasser sur toutes les fonctions où vous avez utilisé cette donnée-là et les changer manuellement. Alors que si vous utilisez plutôt des formules, donc lorsque la donnée va changer, toutes les formules vont se mettre à jour automatiquement. Donc, on va voir un exemple tout à l'heure dans le TP que je vais vous proposer. Également, choisir l'outil adapté, voilà, selon votre contexte. Donc, que ce soit Excel, Sheets ou logiciel spécialisé, regardez l'outil qui vous convient le mieux. D'accord? Donc, j'avais prévu de faire peut-être 15 minutes de présentation et 15 minutes de TP. Donc, voilà, pour laisser la place à mon collègue, M. Diallo. Donc, je vois que, voilà. Donc, pour la petite démonstration, donc là, on vous dit que vous êtes chargé d'analyser les notes d'une classe pour identifier les étudiants qui ont réussi, visualiser les données de manière claire. Donc, l'étape 1, c'est la saisie et la mise en forme. Donc, entrer le tableau, appliquer les bordures, mise en forme, gras pour les titres, aligné, centré, et calcul des moyennes, ajouter une colonne moyenne avec la formule moyenne et la recopie vers le bas. D'accord? Donc là, je vais simplement aller sur Excel. Donc, pour gagner du temps, j'avais déjà fait la saisie. Donc, pour saisir des données dans Excel, c'est assez simple, hein. Donc, vous vous positionnez juste sur la cellule que vous souhaitez. Donc, la cellule, si vous voulez, c'est l'intersection entre une colonne et une ligne. Donc, par exemple, si je me mets ici, donc là, je suis sur la cellule E4. Vous voyez, donc c'est même donné ici. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'adresse de la cellule. Cette adresse de cellule, elle est importante parce que c'est elle qu'on va utiliser dans le cadre des formules. Donc, par exemple, si je veux faire la moyenne des notes de Awa ici, au lieu de faire 12 plus 14 plus 15 plus 14 divisé par 3, je vais simplement prendre ici l'adresse des cellules. Ici, si vous voyez bien, ce sera le B2, d'accord, le C2 et le D2. Et je vais calculer cette formule-là en fonction de l'adresse des cellules et non pas des valeurs. D'accord? Donc, voilà. Donc, sur Excel aussi, vous avez cette partie-là qu'on appelle le ruban. Voilà. Et vous avez un certain nombre d'onglets. Dans chaque onglet, on a ce qu'on appelle des groupes de boutons. D'accord? Donc, par exemple, dans l'accueil, vous avez ce groupe de boutons. Donc tout ce qui est presse-papier, copie, coller, recopie recopie de mise en forme, etc. Donc là, vous avez tout ce qui est police. Donc la taille de la police. La police, c'est la manière dont on écrit. Donc c'est la police d'écriture. Ici, mettre en gras, en italique, souligné. Ici, vous avez la gestion des bordures, les couleurs de remplissage, les couleurs de police, etc. Donc, si vous parcourez ici, vous allez avoir les groupes de boutons qui vont vous permettre voilà, d'utiliser tous les outils.
Voilà. Et s'il y a des outils que vous n'avez pas, il y a toujours l'aide. Voilà. Donc, dans les logiciels, donc, ayez l'habitude de rechercher, voilà, de l'aide au niveau de l'outil s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou bien s'il y a des choses que vous n'avez pas bien saisies. Donc, voilà, pour saisir une donnée, donc vous vous mettez sur une donnée. Donc là, je vais ajouter, par exemple, je vais ajouter ici Aminata et je lui saisis ses notes. Donc, vous allez sur la cellule et vous saisissez les notes, voilà, avec votre clavier. Donc, c'est aussi simple que ça. Une fois que vous avez terminé la saisie, donc là, on a demandé de mettre l'entête en gras. Donc, si je veux mettre l'entête en gras, je sélectionne d'abord mon entête. Et là, je peux appliquer les mises en forme que je veux. Je peux mettre en gras, je peux changer la couleur, je peux changer la police. Voilà, donc là, je peux faire tous les changements que je veux. Je peux augmenter la taille, je peux en diminuer, je peux mettre une couleur de remplissage. Et puis, on me demande également de mettre des bordures. Voilà. Donc là, vous avez tous les types de bordures. Toutes les bordures, bordures à gauche, bordures à droite, en bas, etc. Donc là, je mets mes bordures. Je peux également centrer. Voilà. Et je peux également ici centrer mon en-tête. Donc vraiment, je peux, en termes de mise en forme, je peux faire tous les changements que je veux. Voilà. Je peux mettre ici également les noms en gras et laisser ici les couleurs, etc. Donc là, c'est pour la partie saisie et mise en forme. Donc, c'est pas compliqué. Vous vous mettez sur la cellule ou vous sélectionnez l'ensemble des cellules où vous voulez appliquer ce changement. Si vous faites un changement aussi sur une cellule et vous voulez l'appliquer aux autres, vous pouvez également utiliser la recopie. Voilà. Et vous pouvez l'appliquer ailleurs. OK? Donc, vous sélectionnez et vous faites la recopie de format. Donc là, je vais annuler. D'accord? Donc, ce qu'on peut faire ici, par exemple, c'est calculer les moyennes. Donc, je vais ajouter ici une colonne moyenne. Je veux calculer la moyenne de Awa. Donc, dans Excel, nous avons une panoplie de fonctions qui sont disponibles directement dans l'outil. Donc, pour y accéder, vous cliquez sur Égal. Donc, lorsque vous cliquez sur Égal et vous cliquez sur le FX, donc vous allez voir ici, ce sont toutes les fonctions, voilà, qui sont disponibles au niveau de mon outil. Donc, il y a des fonctions de texte, il y a des fonctions de calcul, des fonctions statistiques, les fonctions trigonométriques. Voilà, donc il y a toutes les fonctions mathématiques, la plupart en tout cas, sont ici et disponibles. Voilà. Et donc, si vous cliquez sur une fonction, juste en bas, vous allez avoir la description, la syntaxe. Donc, la syntaxe, ça vous permet de savoir comment l'utiliser. D'accord? Donc, vous mettez la formule entre parenthèses, vous mettez les données. Donc, c'est des fonctions. Donc, vous mettez le nom de la fonction et à l'intérieur, vous mettez ce qu'on appelle les arguments. Donc, par exemple, ici, on a la fonction idate. Donc, avec deux arguments, start date et month. Bon, désolé, hein, mon Excel est en anglais, mais vous allez retrouver la même chose en français. Donc, par exemple, ici, si je veux calculer la moyenne, donc je vais appeler la fonction moyenne. Donc, dès que je commence à saisir, donc la moyenne va s'afficher. Donc là, c'est la fonction average. Chez vous, ça va s'appeler certainement la fonction moyenne. Et ensuite, je vais sélectionner l'ensemble des données pour lesquelles je veux calculer la moyenne. Donc, comme je le disais tout à l'heure lors de la présentation, je peux également faire moyenne, voilà, moyenne de ça, point virgule, ça, point virgule, ça. Donc là, les deux manières fonctionnent. Là, je peux faire la moyenne de B2 jusqu'à D2. Donc là, dans ce cas, vous mettez un 2 points. Sinon, je peux faire ici la moyenne de B2, C2 et D2. Les deux, c'est exactement la même chose. L'un, ça signifie la plage de B2 à D2. Ici, on sélectionne toutes les cellules pour calculer la moyenne. D'accord? Donc, pour vous dire que c'est exactement
la même chose. Il y a également quelque chose de très intéressant en Excel, c'est la recopie incrémentale. Donc là, on a une classe avec 8 étudiants. Mais imaginez que ce soit une classe avec 100 ou 200 étudiants. Donc ici, vous pouvez calculer la moyenne pour une et ici, faire la recopie pour les autres cellules. Donc, au lieu de calculer à chaque fois la moyenne pour tout le monde, vous utilisez la recopie. Donc, vous vous mettez sur le coin ici, sur le coin droit, vous cliquez, vous maintenez le clic et vous descendez. Et le logiciel, ce qu'il va faire, il va pour chaque ligne aller calculer, il va reproduire la fonction que vous aviez mise en haut. Vous voyez? Donc, à chaque fois, il va calculer la moyenne pour une ligne bien spécifique. D'accord? Voilà, donc là, j'ai calculé la moyenne de ma classe. Donc, je peux également changer la mise en forme comme tout à l'heure. Donc là, je veux par exemple avoir 2 chiffres après la virgule parce que je vois que ce n'est pas uniforme. Donc là, je peux ici, au niveau de la gestion des nombres ici, donc voilà, réduire, augmenter ou bien diminuer le nombre de chiffres après la virgule. D'accord? Donc là, on a très rapidement calculé nos moyennes. D'accord? Donc, on a également ce que je disais lors de la présentation, la mise en forme conditionnelle. Donc, la mise en forme conditionnelle, elle va vous permettre, donc là, si vous, toujours dans l'onglet accueil, donc je vais regarder le chat rapidement. J'ai compris, s'il vous plaît, la partition, je pense que reproduire la même chose sur chaque cellule, d'accord, la recopie, là, ça, ok. Ok, donc j'ai une question sur de reprendre la recopie incrémentale. De toute façon, c'est enregistré, donc vous pourrez au besoin revisualiser. Donc, je vais juste repartir sur cette partie-là. Donc, la recopie incrémentale, elle va vous éviter de faire la même opération n fois sur des mêmes données. Donc, par exemple, la manière de calculer la moyenne de Awa, c'est la même pour calculer la moyenne de Fatou, de Amadou, de Mariama, etc. Au lieu de faire ici égale moyenne de B2, D2, moyenne de, moyenne de, ici on est sur B4 jusqu'à D4, moyenne de B6 jusqu'à D6, vous le faites pour le premier, pour Awa. Et ensuite, avec la recopie incrémentale, vous vous mettez juste ici sur le coin droit de votre cellule. Vous cliquez, vous maintenez le clic et en descendant, le logiciel même va reconnaître que vous êtes en train d'appliquer une même formule pour les autres en utilisant la recopie incrémentale. Voilà. Donc là, il va juste utiliser sa logique pour faire le calcul. De la même manière que si je commence à saisir une suite, par exemple, si je mets ici 2, 4, 6, voilà, le prochain coup, ce sera, d'après vous, 8. Donc voilà, on avance par pas de 2. Donc si j'utilise la recopie incrémentale, si je saisis les 3 données, je recopie la saisie incrémentale. Donc lui-même, il va détecter que vous avancez par pas de 2 et il va, avec cette recopie incrémentale, continuer avec votre logique. De même que si je mets ici lundi, mardi, donc lui-même, il va détecter que vous êtes en train de saisir les jours de la semaine. Ok, parce que là, je suis en anglais, donc je vais plutôt mettre Monday. Mais si vous mettez lundi, mardi, vous, ça va marcher. Hein. Voilà, si je fais ça, vous voyez que lui-même, il va continuer Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Et quand il a fini, il va recommencer. Donc là, c'est la recopie incrémentale. Donc, le logiciel même va essayer de comprendre votre logique et en fonction de ça, il va l'appliquer aux cellules qui sont juste en bas.
Donc, voilà. Donc, c'est une fonctionnalité qui est assez intéressante, qui fait gagner énormément de temps. Donc, j'espère que c'est clair. Je vais revoir le chat. J'ai kiffé, d'accord. Existe-t-il des fonctionnalités qui permettent d'automatiser ces tâches répétitives et de gagner du temps? Effectivement, donc ça, ce sont les macros. Donc voilà, donc tout ce qui est tâche répétitive, donc vous créez une macro et à l'intérieur, vous reproduisez la tâche répétitive dont vous parlez. Ensuite, en appliquant la macro, elle va reprendre tout le circuit que vous aviez programmé dans la macro. Mais je pense que aujourd'hui, le temps ne nous permettra peut-être pas d'entrer dans cette partie-là. Voilà, le calcul des rangs. OK, parfait. Donc, le calcul des rangs, donc il y a une fonction qu'on appelle rang. Donc, voilà, je vais mettre ici les rangs. Donc, dans... je ne sais pas comment ça s'appelle en anglais, mais je sais que en français, c'est rang. Donc, comment, peut-être je vais le traduire, ça va me donner la formule, sinon je vais ici. Donc, le calcul des rangs, c'est pas donc, je vais aller peut-être sur L. Mais il y a une fonction rang hein, qui s'appelle en français. Je sais juste plus comment est-ce que ça s'appelle en anglais. Donc, plutôt en anglais. Rank. Donc là, il me dit que ça s'appelle rank. Je vais voir si dans Excel, ça s'appelle rank aussi. OK, ça s'appelle rank. Donc là, on a la fonction rang. Et dans fonction rang, si vous regardez bien, donc ça va retourner le rang par rapport à une table de données. Donc, si vous regardez comment est-ce que on calcule le rang, donc vous avez le nombre et vous avez la plage. Par exemple, si je veux voir, par exemple, 13,77, ça se situe comment par rapport aux autres? Donc, je vais ici sélectionner. Voilà. Et je vais sélectionner ici la plage. Donc, je mets point virgule. Donc là, il me dit qu'il est 5e. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est par rapport aux adresses. Donc, par exemple, si je viens directement, je fais ça, ça ne va pas marcher. Parce que là, lorsque je suis là, donc j'ai sélectionné cette plage-là de E2 jusqu'à E12. Lorsque je descends, donc là, il va suivre sa logique, il va faire ça de E3 jusqu'à E13. Ici, de E14 jusqu'à E15. Donc, lorsque je suis là, ce que je dois faire, c'est que je dois fixer cette plage-là. Et pour fixer cette plage-là, ici, vous utilisez le $. Donc, je vais mettre ici F4. Voilà, en appuyant sur F4, vous allez voir qu'il va ajouter de $ devant E et devant 2. De la même chose pour le deuxième. Donc, le $, ça va vous permettre, lorsque vous utilisez la copie incrémentale, que ces données-là soient fixées. Parce que ma plage-là, elle est fixe. La plage E2 jusqu'à E12, elle est fixe. Donc, pour la fixer, je vais utiliser le $. Ce qui va changer, c'est le premier E2 parce que je vais voir le E2 par rapport à cette plage-là. Donc, lorsque je valide et que je refais ma copie incrémentale, donc vous allez voir qu'il va ici le mettre. Donc, le 18, il est premier, le 17, il est deuxième, le 16, il est troisième, le quatrième, ce sera le 15, etc. Et ensuite, pour une meilleure lisibilité, je vais utiliser le filtre pour pouvoir ici les trier, voilà, par ordre ascendant
descendant. Donc là, ça va me créer mon tableau dans l'ordre que je veux. Donc du premier jusqu'au dernier. Voilà. Donc là, j'ai fait mon tableau, j'ai sorti mes moyennes et j'ai sorti mes rangs. Donc voilà, je regarde encore les commentaires. J'espère que c'est clair. Voilà, rang égale rank, exactement. Donc c'est ce qui m'avait échappé. Bon, c'est pas prévu. On peut faire un TP sur macro et tableau. Bon, c'est pas prévu parce que j'ai que 30 minutes aujourd'hui. Je pense il me faudra peut-être un peu plus de temps pour entrer dans ça. Donc, peut-être une prochaine fois. Bon, des fois, on fait erreur dans les calculs. Comment vérifier que les calculs effectués sont corrects? Bon, généralement, si les formules sont bonnes, c'est que les calculs doivent être bons. Donc, généralement, ce n'est pas des erreurs de calcul, mais c'est peut-être des erreurs dans les formules. Voilà. Donc, c'est peut-être, il faut vérifier que c'est cohérent par rapport à ce que vous voulez. Et puis, voilà. Comment vérifier et être sûr que les calculs sont exacts? Donc là, il faut vérifier les formules. Donc, par exemple, comme tout à l'heure, quand je n'avais pas fixé mes cellules, je voyais plusieurs premiers alors que les notes. Donc, quand vous voyez que c'est incohérent, vous allez revérifier vos formules. Est-ce que vous les avez bien formulées? Mais si c'est bien formulé, les calculs vont être justes parce que c'est des machines. Donc, les machines, généralement, ils font pas d'erreur. Voilà. Voilà, donc peut-être pour terminer et laisser la place à Djibril, peut-être rapidement voir la mise en forme conditionnelle. Donc voilà, ce que je peux faire ici, c'est par exemple, je peux ici voir une mise en forme conditionnelle. Donc je peux sélectionner ici les moyennes. Voilà, donc si je clique ici sur mise en forme conditionnelle, donc je peux créer ici une nouvelle règle. Donc lorsque vous cliquez une nouvelle règle. Donc là, vous allez ici, voilà, sélectionner le type de règle. Donc là, vous avez plusieurs styles. Donc là, je vais aller sur classique. D'accord. Et ensuite, là, vous allez sélectionner. Donc, vous sélectionnez, par exemple, je peux voir les formules qui sont inférieures, les étudiants qui sont inférieurs à 10, par exemple, pour Ndeye et Moussa, je vais les mettre en rouge. Et plutôt ceux qui sont supérieurs à 10, on va ici les mettre en vert. Donc là, je fais euh, mise en forme conditionnelle. Donc, je vais créer une nouvelle règle. D'accord? Donc, je vais plutôt... Voilà. Donc, si je vais là, donc si je mets par exemple supérieur à 10, voilà. Donc, je vais mettre ici vert. Ici plutôt inférieur à 10. Donc, je vais mettre ici plutôt du rouge. Voilà. Donc là, mais il a mis des couleurs. Donc, c'est ça un peu le principe, hein. Donc, vous allez voir, vous regardez. Donc, vous regardez quelle mise en forme vous voulez mettre. Donc, voilà. Si c'est inférieur à 10, donc il a mis un bouton vert. Donc, si c'est supérieur à 10, si c'est inférieur à 10, il met un bouton vert. Mais vous pouvez vraiment changer la mise en forme comme vous voulez ou bien l'appliquer à tout le tableau. Donc, bon, je pense que je suis arrivée au terme de mon temps. Donc, pour le reste du temps, je vais laisser la place à Monsieur Diallo Djibril.
Et s'il y a des questions, bien évidemment, je reste connectée jusqu'à la fin. Et puis pour éventuellement répondre aux questions à la fin. Donc, Seynabou, je te rends la parole. Merci à tous pour votre attention. Oui, merci beaucoup Ya, pour la présentation. Donc, on va donner la parole à Djibril pour la troisième et dernière partie de cette session. Djibril, c'est bon? Merci, Seynabou. Oui, est-ce que vous me recevez? Oui, 5 sur 5. D'accord, merci beaucoup. Merci à Ya et à Guy pour les présentations. Donc, moi, je m'en vais vous présenter le module Mener une recherche et une veille d'information donc qui est intégré dans ce webinaire de l'information et données. Donc, moi, je suis Djibril Diallo, je suis conservateur des bibliothèques et je suis également le responsable des ressources éducatives de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane et par ailleurs également enseignant associé dans cette institution. Alors, l'objectif de ce webinaire est vraiment de vous présenter quelques séances pratiques sur le module Mener une recherche et une veille d'information que vous avez déjà dans la formation, information et données. Donc, d'abord, nous allons voir les objectifs de ce webinaire et ensuite, donc, voir les différentes parties de la présentation, à savoir d'abord le web et la notification, comment faire également une requête avec les moteurs de recherche en fonction de votre thème ou sujet de recherche, comment également faire une veille d'information pour pouvoir anticiper sur les besoins d'information et enfin, voilà, donc comment évoluer l'information que vous trouvez sur Internet. Alors, les objectifs de cette présentation est de vous permettre, en tout cas, de définir les étapes pour mener une recherche à partir d'un sujet ou bien à partir d'un thème de recherche ou bien un sujet de recherche. C'est-à-dire, quand vous avez un sujet de recherche ou bien un thème de recherche qui vous intéresse dans le cadre de votre activité, donc il y a différentes étapes en tout cas, à franchir pour pouvoir vraiment mener à bien sa recherche. Et ensuite, donc, nous allons vous montrer comment automatiser également sa veille d'information. Donc, l'idée ici, c'est de vous permettre d'anticiper sur votre besoin d'information. C'est-à-dire, au lieu d'aller tout le temps vers l'information, mais ici, c'est l'information qui vient vers vous. Donc, quel que soit le sujet qui vous intéresse, donc vous pourriez avoir besoin de faire de la veille. Et enfin, savoir également évaluer la pertinence d'une information ou bien d'un document. Donc, si vous passez en tout cas la moitié de vos activités à faire de la recherche sur Internet ou bien à utiliser le web et Internet, donc il est important de bien savoir comment évoluer les informations qui sont pertinentes, en tout cas les documents qui sont pertinents, qui sont publiés, parce qu'aujourd'hui, tout le monde publie, donc il y a des espaces libres où les gens peuvent vraiment poster des choses, mais il est important vraiment de savoir quels sont les critères en tout cas qui vous permettront de pouvoir vérifier si l'information est exacte ou bien si le document que vous consultez est pertinent. Alors ici, quand on parle de web de navigation, donc il s'agit ici de faire, en tout cas d'avoir des éléments d'explication sur ce qu'est Internet et ce qu'est le web, donc pour avoir des éléments de différencialisation. Alors, quand on parle d'Internet, donc c'est une infrastructure de transport de données entre appareils. Donc, d'où son nom Internet. Donc, sa définition, c'est Interconnected Network. Donc, c'est un acronyme. Donc, c'est un ensemble d'ordinateurs qui sont interconnectés un peu partout et qui se lient. Donc, quand vous faites une recherche sur Internet, vous lancez en tout cas, vous êtes sur un site Internet ou bien sur un moteur de recherche et autres. Vous lancez votre recherche, donc les robots qui sont dans les moteurs de recherche vont aller chercher en tout cas des mots, des documents qui se trouvent dans les ordinateurs un peu partout dans le monde et ils vous les proposent. Donc ça, c'est en tout cas, quand on parle d'aspect sur le rôle principal, en tout cas Internet, c'est l'infrastructure entre les appareils. Pour ce qui est du web, donc c'est un système d'accès à l'information via des pages qui sont reliées. Donc aujourd'hui, à travers Internet, à travers les sites d'information, les sites Internet qu'on crée, donc on crée également des pages web qui sont reliées entre elles. Alors quand on parle d'Internet et du web également, il y a ce qu'on appelle les protocoles clés. Donc, dans Internet, il y a le protocole IP, le TCP, donc c'est des transferts control protocoles. C'est vraiment des termes techniques. En tout cas, c'est
éléments techniques qui sont intégrés dans la création des sites Internet qui permettent également, en tout cas, de naviguer d'un site à un autre. Donc, du côté du web également, c'est le HTTP, HTTPS. Donc, c'est les liens que vous voyez sur les URL qui permettent vraiment d'accéder à un site web. Alors, en termes d'outils également, d'utilisateurs, donc quand vous utilisez Internet et le web, il y a des outils spécifiques. Par exemple, si vous êtes sur Internet, donc vous utilisez les mails, vous utilisez les messageries et autres. Donc, tout ça, c'est des outils c'est des outils dans Internet. Donc, c'est des outils d'Internet. Alors, du côté du web, quand vous avez besoin d'accéder au web, vous utilisez ce qu'on appelle les navigateurs. Donc, quand vous avez une machine, donc, la plupart du temps, si vous utilisez un système d'exploitation Windows et autres, donc les navigateurs sont intégrés. Donc, vous avez Chrome, vous avez Firefox, Safari, Edge. Donc, il y a plusieurs navigateurs qui sont intégrés et qui vous permettent également d'accéder au web. En termes de contenu également, dans Internet, on trouve des fichiers, des messageries audio et autres. Mais sur le web, donc, il y a des applications web, il y a des contenus multimédia également, et il y a également des pages web qui sont créées. Donc, ici, pour faire la différence entre Internet et le web, donc, par exemple, l'Internet peut fonctionner sans le web. C'est-à-dire qu'on peut accéder à Internet sans le web. Mais, contrairement au web, donc, le web ne peut pas fonctionner sans Internet. Donc, le web est accessible à partir d'Internet. Donc, ça, c'est les éléments de différenciation qu'on peut, en tout cas, voilà, donc, montrer à travers ce tableau sur la définition d'Internet et du web. Maintenant, si vous êtes sur le web, comment naviguer également sur le web quand vous avez accès à Internet? Donc, il faut se connecter sur un site Internet à partir d'un URL, c'est-à-dire ici, c'est l'adresse, en tout cas, du site Internet. Si vous connaissez l'adresse, donc vous allez juste cliquer sur le lien. Sinon, également, vous allez dans un moteur de recherche Google et vous saisissez le nom du site sur lequel vous voulez vous connecter. Donc, vous regardez l'ensemble du site, faire un repérage, identifier les grandes parties. Donc, ici, nous allons juste, voilà, donc prendre l'exemple, faire un exemple d'un cas pratique. Par exemple, là, supposons que je veux accéder au site de l'Université numérique Hamilton. Donc là, si vous avez le lien, vous allez juste copier le lien et le coller sur votre navigateur. Sinon, également, vous allez le coller ici. Donc, sinon, également, vous avez la possibilité de faire une recherche à partir de Google. Si vous ne connaissez pas le lien du site, donc vous allez, par exemple, vous voulez savoir un peu plus sur ForceN, par exemple, sur la formation ForceN, donc vous mettez ForceN Sénégal. Donc, vous voyez ici des recommandations et là, vous cliquez là-dessus. Et là, vous avez plusieurs en tout cas, donc résultats. Donc, en général, il faut se fier du lien URL qui est là. Donc, la plupart du temps, c'est les premières informations que vous avez sur le moteur de recherche qui sont correctes. Donc, là, vous cliquez sur le lien et automatiquement, vous avez accès au site web. Donc là, vous avez accès au site web de ForceN. Donc, vous voulez vous informer, voilà, donc sur le programme ForceN et autres. Donc, à première vue, ici, d'habitude, vous avez ce qu'on appelle les menus. Donc, ici, ce sont les menus qui en tout cas, qui résument un peu le contenu du site. Et dans chaque menu également, vous avez des sous-menus. Par exemple, ici, quand vous dites à propos, donc c'est juste pour avoir des informations sur ForceN et autres. Donc, qui sommes-nous, mission, objectifs et autres. Les formations qui sont délivrées, le catalogue des formations. Par exemple, les webinaires que nous sommes en train de présenter, voilà, donc vous pourriez les retrouver ici quand vous cliquez sur le webinaire. Et là, donc, on vous demande de vous connecter. Donc, vous allez mettre votre adresse mail et votre mot de passe, vous allez vous connecter. Sinon, si vous n'avez pas encore de compte, donc vous pouvez vous inscrire pour accéder à votre espace personnel. Et dès l'instant que vous accédez à votre espace personnel, donc vous pouvez avoir la possibilité de voir les webinaires qui sont enregistrés. Sinon, également, les autres onglets sont là. Donc, vous pouvez les utiliser. Donc, revenez ici sur la page d'accueil. Alors, vous utilisez également ce qu'on appelle les ascenseurs. Donc, pour descendre, donc vous voyez que ici la page elle est longue, donc il faut toujours descendre jusqu'en bas pour avoir vraiment vue d'ensemble du contenu de la page web. Donc ça, c'est vraiment, voilà, donc c'est une manière vraiment de naviguer sur un site, en tout cas Internet que vous venez de découvrir, voilà, ou bien si vous avez besoin plus d'informations par rapport au programme ForceN, donc vous avez ici l'ensemble des informations. Vous pouvez également, voilà, donc, sillonner pour, en tout cas, voilà, donc, régler votre problème d'information. Donc, ça, c'est la partie sur la navigation du web. Donc,
Voilà, donc maintenant, comment utiliser un moteur de recherche et comment faire une requête dans Internet. Donc, comment formuler une requête efficace dans un moteur de recherche. Donc, les moteurs de recherche ce sont des robots. Donc, vous avez Google, vous avez AltaVista. Il y a plusieurs moteurs de recherche qui existent, en tout cas sur Internet. Donc, l'objectif, c'est que quand vous utilisez un moteur de recherche, il faut choisir les bons mots-clés. Donc, c'est les mots les plus importants de votre thème de recherche. Vous avez un thème de recherche qui vous intéresse, il faut ressortir les mots les plus importants de votre moteur. Parce que les moteurs de recherche reconnaissent seulement les mots-clés les plus importants. Par exemple, il faut éviter les deux dans la. Donc, tout ça, c'est des mots vides. Voilà, ou bien développement et autres. Donc, quand vous travaillez dans le domaine, par exemple, de la sécurité alimentaire, par exemple, en Afrique de l'Ouest, ou bien dans votre projet, donc, développement de la sécurité alimentaire, par exemple, ça, c'est un thème. Donc, quand vous faites une recherche dans un moteur de recherche, il faut éviter de mettre développement de la sécurité alimentaire. Par exemple, vous mettez sécurité alimentaire, Afrique de l'Ouest, par exemple. Donc, vous utilisez ces mots-clés-là pour pouvoir accéder à des documents, en tout cas de qualité. Donc, utilisez les filtres de recherche également, les parenthèses et les caractères génériques que vous pouvez également utiliser dans le cadre de la recherche. Si vous êtes dans le milieu universitaire, par exemple, ou bien vous faites donc vous faites une formation et autres, donc vous pouvez également faire des recherches avancées. Et quand vous faites des recherches avancées, vous avez également les outils classiques de recherche, donc qui sont des opérateurs booléens ou sauf, donc qui sont des trois opérateurs qui vous permettent vraiment de combiner vos concepts et vos mots-clés. Et dans chaque opérateur a son rôle à jouer. Par exemple, l'opérateur ou permet vraiment d'additionner les termes et d'élargir votre recherche. Par exemple, si vous avez un mot-clé, vous pouvez utiliser son synonyme et mettre entre les deux mots-clés, vous mettez le ou et vous lancez la recherche. Donc, vous allez avoir des documents qui traitent à la fois de la xénophobie ou bien du racisme. Parce qu'il y a des auteurs qui emploient le terme xénophobie, mais il y a d'autres auteurs qui utilisent le terme racisme. Donc, c'est des synonymes. Donc, vous aurez la chance de tomber sur ces deux mots-clés-là qui sont publiés en tout cas qui se trouvent dans des publications, des publications différentes. Si vous utilisez l'opérateur et, c'est pour combiner deux concepts. Donc, vous travaillez dans le domaine de la xénophobie, c'est les réfugiés. Donc là, vous lancez votre recherche, vous mettez xénophobie et réfugiés, vous lancez votre recherche, vous allez avoir des documents sur la xénophobie qui est faite au niveau des réfugiés. Donc ici, c'est une recherche précise. Et enfin, vous pouvez utiliser également l'opérateur sauf qui permet d'exclure un terme de recherche. Donc, quand vous mettez xénophobie sauf Suisse et vous lancez la recherche, donc cela veut dire que vous voulez avoir des documents sur la xénophobie en France, en Angleterre, donc en Allemagne, en tout cas dans les autres pays européens, sauf la Suisse, parce que vous avez déjà des données sur la Suisse, ou bien la Suisse ne fait pas partie de votre thème de recherche. Donc, une fois que, voilà, donc vous avez déterminé en tout cas vos objectifs de recherche et autres, donc vous pouvez toujours employer les opérateurs booléens dans le cadre de votre recherche. Alors, toujours dans la recherche sur Internet également, vous pouvez également utiliser les outils. Mais avant d'arriver ici, je pense qu'on peut faire ici quelques expériences de recherche avec les opérateurs booléens, avec les moteurs de recherche. Donc là, par exemple, supposons qu'on fait une recherche avec un moteur de recherche, Google Scholar, qui est là. Donc, il suffit juste d'aller sur Google. Donc, pour mettre, par exemple, voilà, donc pour faire une recherche sur Google Scholar. Donc, vous mettez ici Google. Donc là, vous mettez par exemple Google Scholar. Je vais faire une recherche dans le moteur de recherche Google Scholar. Okay. Voilà, donc là, vous cliquez ici. Et là, quand vous cliquez sur Google Scholar, donc là, vous avez accès au moteur de recherche. Donc, il faut vérifier si vous êtes bien connecté. Donc là, moi, je suis connecté parce que j'ai ouvert mon compte Google. Donc, sinon, également, vous allez créer un compte. Donc là, vous pouvez toujours, voilà, donc c'est votre thème de recherche. Par exemple, là, je m'intéresse à la sécurité alimentaire, par exemple. Sécurité alimentaire, OK. Sécurité alimentaire et Bénin, par exemple. Je travaille dans le domaine de la sécurité alimentaire au Bénin. Et vous lancez votre recherche. Donc, vous allez avoir des propositions de résultats sur la sécurité alimentaire au Bénin. Mais ça, donc, vous pouvez toujours affiner votre recherche. Par exemple, je vais avoir des documents qui sont publiés depuis 2025. Donc, là, vous cliquez depuis 2025. Donc, vous allez avoir ici la recherche se rétrécit. Donc, vous pouvez toujours, voilà, donc, utiliser les thèmes de recherche. Sinon, également, vous avez la possibilité toujours dans ces espaces d'enregistrer votre recherche. Parce que ici, dans Google Scholar, par exemple, vous pouvez créer votre propre bibliothèque personnelle. Donc, vous n'avez pas le temps de lire les ouvrages. Donc, vous pouvez ajouter
des éléments dans votre bibliothèque personnelle. Comment faire cela? Par exemple, supposons que ce document vous intéresse. Donc, productivité active et sécurité alimentaire, un cadre théorique et analytique. Ce document vous intéresse. Vous n'avez pas le temps de le lire, donc vous cliquez sur enregistrer. Quand vous cliquez sur enregistrer, vous allez avoir ici des dossiers que vous avez déjà enregistrés dans votre bibliothèque. Donc, si vous n'avez pas encore créé un dossier, par exemple, sécurité alimentaire, vous pouvez le créer ici. Donc, vous cliquez ici sur créer, vous mettez sécurité alimentaire. Okay. Donc là, le dossier est créé et là, vous cliquez sur OK. Donc, quand vous cliquez sur OK, l'ouvrage est enregistré ici. En tout cas, la référence est enregistrée. Donc, vous continuez votre recherche, vous tombez sur un autre document qui vous intéresse. Vous n'avez pas le temps de le lire, vous cliquez sur enregistrer et là, vous cherchez sécurité alimentaire que vous avez déjà créé. Donc, ça est là. Donc, vous cliquez ici. Et là, vous avez enregistré autant de documents que vous voulez dans les dossiers. Maintenant, pour voir les dossiers, les documents que vous avez enregistrés, vous allez cliquer ici sur ma bibliothèque. Donc, quand vous cliquez sur ma bibliothèque, vous verrez les dossiers que vous avez créés ici. Donc, vous allez dans sécurité alimentaire et vous consultez les documents que vous avez enregistrés. Par exemple, là, quand vous cliquez ici, normalement, vous devrez avoir accès aux documents. Donc, vous avez accès directement au site où le document a été publié, donc avec des résumés, voilà, donc le document en format PDF, voilà, donc vous revenez en arrière, et là, si par exemple, un de ces documents ne vous intéresse plus, donc vous pouvez à tout moment le supprimer dans votre dossier. Donc ça, c'est votre bibliothèque personnelle. Donc dans un moteur de recherche, vous pouvez créer votre bibliothèque personnelle, donc avec Google Scholar. Alors, il y a également ce qu'on appelle les outils d'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, donc vous savez pertinemment que voilà, donc l'IA est dans toutes les activités, ou bien voilà, donc tout ce qu'on fait aujourd'hui, voilà, donc on le fait en relation avec l'intelligence artificielle et autres. Donc dans le cadre de la recherche scientifique également. Donc excusez-moi s'il y a des gens qui sont ici qui ne sont pas dans la recherche scientifique, mais vous pourriez avoir besoin de faire de la recherche avec l'intelligence artificielle, par exemple. Donc il y a des outils d'IA génératifs, il y a des outils également spécialisés. Donc, il y a des outils, quand je parle d'outils d'IA génératif, je fais référence par exemple à ChatGPT, qui est un outil d'intelligence artificielle générative. Mais également, il y a des outils qui sont spécialisés. Par exemple, ici, quand vous avez Epilson et CSpace, c'est des outils de recherche académique, des moteurs de recherche qui vous permettent de trouver des documents académiques. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'aujourd'hui, si vous avez un besoin d'information, vous pouvez utiliser les outils d'IA générative. Donc, il suffit juste de copier les liens et de le coller sur votre page, sur votre, en tout cas, onglet. Sinon, également, voilà, donc moi, je pense que j'avais déjà ouvert, voilà, donc, le site parce que moi, j'ai déjà créé un compte. Donc, ici, vous allez juste, voilà, donc, demander à l'outil de vous donner, vous dites, voilà, donc, je veux des références de documents sur la sécurité alimentaire au Bénin. Okay? Et vous lancez la recherche. Donc, l'outil va chercher des références de documents qui traitent de la sécurité alimentaire au Bénin. Et là, voilà, donc là, vous allez avoir des propositions de documents. Maintenant, ce qu'il faut savoir dans les outils d'IA génératifs, par exemple pour CSpace, eux, ils vont directement dans des bases de données, dans des moteurs de recherche pour capter des documents qui sont intégrés là-bas. Donc là, c'est juste un remplacement de la recherche classique. Donc, vous pouvez faire la recherche classique, comme ce que j'ai fait tout à l'heure avec Google Scholar, avec d'autres outils de recherche qui existent, des moteurs de recherche, des plateformes que vous connaissez, mais également, il y a également des outils d'intelligence artificielle qui interrogent également ces moteurs de recherche-là. Par exemple, là, je vous dis que, par exemple, dans Google Scholar, donc il y a 20 papiers, c'est-à-dire il y a 20 articles qu'on a trouvés dans Google Scholar. OK? Dans PubMed également, on a trouvé également 20 papiers. PubMed, c'est la plus grande base de données médicale, par exemple. OK? Donc, tout ça, c'est les bases de données. Donc, les moteurs de recherche générative, il y a des, comme par exemple CSpace et autres. Donc, c'est des moteurs de recherche qui introduisent d'autres bases de données. Par exemple, supposons que vous voulez vraiment avoir, donc, si vous avez les détails même voilà, donc, la documentation. Donc, vous voulez avoir des documents qui sont, voilà, donc, dans Google Scholar. Donc, vous allez cliquer ici. Quand vous cliquez sur cet onglet, donc vous verrez les ouvrages, en tout cas les articles qui sont disponibles dans Google Scholar. Donc, si vous vous intéressez à un de ces articles, donc vous allez juste cliquer sur le lien, automatiquement vous avez accès à l'article, donc qui est disponible dans Google, voilà, donc dans GitStore. Donc, vous voyez, il vous renvoie dans une autre base de données.
que vous pouvez également télécharger ici. Donc là, l'article est là. Donc, vous pouvez le télécharger, vous pouvez le sauvegarder. Voilà, donc vous avez ici toutes les références et autres. Sinon, également, vous avez toujours la possibilité, même dans C-Space, donc de sauvegarder les informations bibliographiques dans votre bibliothèque personnelle. Par exemple, ici, vous avez ma bibliothèque, mes carnets, et puis bien, donc, par exemple, si vous voulez faire de la revue de la Terre, vous pouvez le faire ici également. Supposons que cet article vous intéresse. OK, voilà, donc vous voulez, par exemple, le citer. Donc, vous l'avez déjà exploité. OK, vous voulez le citer dans votre travail. Vous pouvez cliquer ici sur le site. Quand vous cliquez sur le site, il vous propose des règles de citation qui existent dans le milieu académique. Par exemple, si vous utilisez le format APA, donc ici vous avez déjà la citation que vous allez juste copier. Donc vous allez le copier et vous le coller sur votre page web. Donc là, vous avez déjà la citation. Sinon, également, si vous utilisez un autre format de citation, donc vous cliquez sur le menu déroulant. Donc vous verrez ici les autres modèles de citation. Donc vous avez ici le I3E. OK, donc vous avez également voilà, donc les autres modèles de citation donc, qui existent également. Et vous avez également Nature, également, qui est, voilà, donc, qui est une base de données, citation. Donc, vous avez également d'autres citations qui sont, en tout cas, classées par ordre alphabétique. Maintenant, voilà, donc la plupart du temps, c'est le modèle American Psychological Association, en tout cas, qui est utilisé dans le domaine des sciences humaines et sociales. Donc, quand vous cliquez là-dessus, automatiquement, vous avez déjà le modèle de citation. Sinon, également, si vous voulez l'insérer dans votre texte, donc vous avez déjà la citation, comment l'insérer dans votre texte. Si vous citez l'autre, donc vous allez juste copier cela et le coller dans votre texte. Donc, vous voulez vraiment faire beaucoup de choses hein, avec le C-Space ou bien les autres, en tout cas, moteurs de recherche d'intelligence artificielle, en tout cas, qui existent également. Donc, je pense que vous pourriez toujours revoir la vidéo pour voir comment ça marche, mais presque c'est le même principe. Hein. Donc, si vous avez l'habitude d'utiliser ChatGPT, c'est plus simple d'utiliser même les autres moteurs de recherche, Epson et C-Space. Et il y en a beaucoup hein, dans les milieux académiques. Voilà, donc, maintenant, nous allons voir ce qu'est la veille d'information. Donc, qu'est-ce que la veille? Donc, c'est juste pour faire un suivi automatisé sur différents centres d'intérêt. Quand vous avez un besoin d'information, vous vous intéressez à quelque chose, donc vous faites ce qu'on appelle de la veille d'information pour vous informer. Donc, il y a deux catégories, la veille information et la veille stratégique. Par exemple, pour les entreprises, vous surveillez ça irrégularité ou bien ses concurrents. Quels sont les objectifs de la veille? Ils sont au nombre de deux. Soit vous déterminez votre niveau de formation, vous êtes dans un domaine d'activité, donc vous voulez vraiment faire une veille pour voir dans votre domaine quelles sont les nouvelles formations qui sont proposées et autres pour être à jour vraiment en tout cas des réalités du terrain et autres. Vous voulez également, ou bien vous voulez développer vos compétences. Donc, avantage dans votre secteur d'activité. Vous êtes dans un secteur d'activité, vous êtes chef d'entreprise, donc vous faites ce qu'on appelle la veille stratégique pour pouvoir vraiment anticiper sur ce qui se passe autour de votre secteur d'activité. Il y a ce qu'on appelle les outils de veille. Et il y a trois systèmes de veille. Donc, il y a le système alerte, système d'agrégateur de flux, ou bien les réseaux sociaux. Même dans les réseaux sociaux, vous pouvez faire de la veille. Par exemple, LinkedIn, qui est le plus grand réseau social professionnel. Donc, vous pourriez vraiment faire de la veille là-bas pour voir un peu ce qui se passe avec les affaires des professionnels. En tout cas, ça fait un réseau professionnel. Vous pouvez également faire le système d'alerte ou bien les agrégateurs de flux avec Scoopit. Donc, par exemple, pour le système d'alerte, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle Google Alert, donc qui est également un outil de veille qui vous permet vraiment de faire un thème de recherche. Par exemple, là, vous allez juste venir ici sur Google et vous mettez alerte Google. Alerte Google. Et là, voilà, donc vous cliquez sur la première page et là, vous avez créé une alerte. Donc, je suis dans un domaine, on reste toujours dans la sécurité alimentaire ou bien si vous voulez également, on peut changer de sujet, hein, par exemple, santé communautaire, par exemple. La santé communautaire en Afrique de l'Ouest. Okay. Donc, vous travaillez dans le domaine de la santé communautaire en Afrique de l'Ouest, vous mettez le thème de recherche ici. Et là, vous allez cliquer sur afficher les options. Quand vous cliquez sur afficher les options, vous verrez les options à choisir. Par exemple, une fois par jour, ou bien si vous voulez, quand le présente, ou bien une fois par semaine, c'est à vous de choisir de manière automatique également, ou bien si vous voulez avoir seulement des livres ou bien de l'actualité, donc vous cliquez votre choix. Dans quelle langue souhaitez-vous recevoir les documents? Donc, c'est à vous de choisir la langue en français, anglais, espagnol. Donc, il y a pratiquement toutes les langues ici. Dans quelle région vous limitez votre recherche? Si c'est en Afrique ou bien
si c'est dans votre pays, au Bénin, par exemple, vous cliquez sur Bénin si vous voulez. Sinon, également, vous pouvez laisser toutes les régions. Résultats, seulement les meilleurs résultats, ou bien tous les résultats. Vous cliquez sur... Maintenant, ici, vous allez mettre votre adresse mail. Donc, c'est ici que vous allez mettre votre adresse mail. Vous mettez, par exemple, là, vous mettez votre adresse mail. Donc, ça, c'est mon adresse. C'est l'occasion de vous le partager. OK. Donc, là, umchk.edu.sn. Et là, vous créez votre alerte. Dès l'instant que vous créez votre alerte, donc maintenant, à chaque fois quand il y a des documents sur la centre de communauté en Afrique de l'Est, vous allez les recevoir dans votre adresse mail. Donc, vous pouvez à tout moment même supprimer en tout cas, le Google Alert que vous avez créé. Donc, vous pouvez également créer autant de thèmes d'alerte à partir de votre adresse mail. À chaque fois quand il y a de nouvelles informations, vous les recevez dans votre boîte mail. Voilà, donc, juste pour avancer, donc pour terminer rapidement, voilà, donc nous allons terminer avec l'évaluation de l'information. Pourquoi évaluer une information trouvée sur Internet? C'est parce que le web contient des millions d'informations. N'importe qui peut créer des contenus sur le web. Par exemple, dans Wikipédia, donc il y a chacun peut publier des choses. Moi-même, je peux publier mon cours dans Wikipédia, mais qui me dit que mon cours est de qualité. Donc, n'importe qui veut gagner de l'argent pour être populaire, pour également être populaire. Maintenant, comment évaluer une information? Il existe des critères d'évaluation de l'information. Donc, il y a la source de l'information, la qualité de l'auteur, la qualité de la date, l'objectif et le public visé. L'information est collectée dans quelle source d'information? Donc, la page du site est-elle connue ou reconnue? Est-ce que c'est une page populaire ou autre? OK. Donc, est-ce que c'est un site personnel? L'adresse URL, est-ce que en tout cas, c'est une bonne adresse. Par exemple, si vous voyez .org ou .fr, .sn, .bn également, par exemple. Donc, tout ça, c'est des adresses institutionnelles. Donc, vous pouvez vous assurer que c'est des sites qui sont, en tout cas, c'est des sites pour lesquels on peut faire de la recherche là-bas ou bien vous trouver des informations. Sinon, si l'extension n'est pas, en tout cas, si vous ne connaissez pas l'extension, donc il faut avoir des doutes par rapport à la fiabilité du site. La qualité de l'auteur également. Parfois, vous tombez sur un document, il faut chercher l'auteur, il faut avoir des informations. L'auteur est-il connu ou reconnu dans son domaine? Quel est son métier? Est-il un spécialiste également? La qualité formelle, le style aisance, la date de publication également. Vous avez l'habitude d'utiliser en tout cas, de naviguer sur des sites Internet. Il faut vérifier à la fin la page de publication. Parfois, vous êtes sur un site ou bien sur une page où la page a été publiée depuis 2010, par exemple. Donc, la page n'est pas à jour. Donc, les informations qui sont là-bas ne sont pas à jour. Il y a des sites également qui ont des objectifs bien définis. Il y a des sites dont l'objectif est de convaincre. Est-ce que c'est un site militant, un site de parti politique, ou bien un site commercial qui fait tout pour attirer ses clients, ou bien ce type d'informations renseigne sur les modules du site. Donc, le public visé également. Ce site s'adresse-t-il à tout le monde, ou bien c'est un site vraiment c'est un site spécial. Donc, tout ça, c'est des informations que vous pouvez avoir pour vraiment vous assurer que vous avez la bonne information. Alors, voici quelques références complémentaires que vous pouvez en tout cas consulter pour compléter un peu la présentation que j'ai faite. Sinon, également, vous avez toujours les supports de cours qui sont disponibles sur la plateforme Foodé et que vous pouvez également donc visualiser pour compléter en tout cas ce module de mener une recherche et une veille d'information. Donc, voilà vraiment ce que je voulais vous présenter. Donc, voilà. Donc, Seynabou, je vous redonne la parole. Donc, en attendant, je vais voir sur le chat, est-ce qu'il y a des questions qui me concernent. Merci.